Bonsoir et bienvenue dans BBC Info, voici les titres. 24 heures après l'annonce de l'envoi de Omar el-Béchir à la CPI, reportage sur la crise humanitaire au Darfour. Le coronavirus a tué 1100 personnes, l'épidémie pourrait impacter la production des iPhones. Et ce scandale au Lesotho, l'actuelle première dame est accusée du meurtre de l'ancienne épouse de son mari. Des réactions au lendemain de l'annonce par le gouvernement soudanais qui s'est engagé à livrer à la CPI l'ancien président Omar el-Béchir. Amnesty International se réjouit d'un développement qui permettra, selon l'ONG, de rendre justice aux victimes. L'Union africaine affirme n'avoir pas été informée du projet d'extradition. Toujours est-il que Khartoum se dit résolument déterminé à accélérer le transfert de Omar el-Béchir. Disons premièrement que tous ceux qui ont été inculpés par la CPI devraient comparaître devant la CPI. Nous ne pouvons occulter le fait qu'il y a eu crimes contre l'humanité, crimes de guerre perpétrés contre des innocents au Darfour et ailleurs. Et ceux qui sont sous le coup de la justice devront être rendus à la CPI. Sans cela, nous ne pourrons pas rendre justice et guérir nos blessures. Omar el-Béchir est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés pendant les 20 ans de guerre qui ont coûté la vie à plus de 300 000 personnes au Darfour et fait plus de 2 millions de déplacés. Dans l'un des camps de réfugiés où s'est rendue une équipe de la BBC, le souvenir des violences reste vif. Reportage Mohamed Hachim, Lamine Rézine Konkobo. Voici le camp de réfugiés de Kalma. Il abrite près de 200 000 déplacés du Darfour. Après 20 ans de conflit, le camp aujourd'hui est devenu une ville, une installation permanente. C'est au total plus de 2 millions de personnes dans la région qui ont été déplacées par la guerre. Notre équipe de reporters est la première en 10 ans à pouvoir se rendre ici sans entrave. L'attention du monde sur le Darfour n'est plus aussi soutenue, mais les souvenirs de la guerre sont encore vifs. Ilyas avait 19 ans quand il a fui sa maison en flammes. De jour, il est enseignant et le soir venu, il est coiffeur, histoire de gagner décemment sa vie. L'un des combattants, Janjaweed, a vu que je venais d'une région différente. Il m'a traité d'esclave. Un autre soldat m'a poussé. Je suis tombé le visage le premier dans le feu. C'est toute une génération de Darfouris qui grandit dans ces camps. Notre reporter explique. Le gouvernement soudanais veut que ces personnes retournent dans leur région. Il estime que la sécurité a été restaurée et met en avant le processus de paix en cours. Mais les réfugiés ici nous disent qu'il leur est impossible de repartir puisque selon eux, la situation reste volatile. Le conflit au Darfour a commencé en 2003 lorsque des rebelles issus d'ethnies à la peau plus foncée prennent les armes contre le gouvernement d'Omar al-Béchir à dominante arabe. La réponse de Bachir a été d'armer les milices locales, les fameux Janjaweed. Les milices vont incendier des villages et tuer tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Actuellement, les casques bleus patrouillent dans les ruelles, mais plus pour longtemps. En novembre, les Nations Unies ont retiré la plupart de leurs troupes du sud du Darfour. Il reste sur place quelques 200 soldats, effectifs dérisoires pour couvrir une zone aussi vaste que l'Angleterre. L'ONU prévoit un retrait total de son contingent dans un an. Du coup, cette base des Nations Unies devait être transformée en un campus universitaire, mais au départ du dernier casque bleu, la base a été pillée sous le nez et la barbe de soldats de l'armée soudanaise. Le triste sort des populations du Darfour était l'un des griefs des manifestants lors de la révolution de 5 mois qui a renversé Béchir en avril dernier. Mais cette révolution aurait-elle changé le cours de l'actualité au Darfour ? Eh bien, avec cette attaque à la fin de l'année dernière, difficile d'être affirmatif. 50 personnes ont été tuées et 40 000 ont été déplacées lors de l'incendie du camp. Tant que des attaques comme celle-là resteront impunies, la paix restera fragile dans le Darfour.
Plus de 1100 décès, mais les chiffres devraient se stabiliser. C'est le message que tentent de faire passer les autorités chinoises ce mercredi à propos du coronavirus. Pékin affirme que le virus a désormais atteint son niveau le plus haut et que les nouveaux bilans devraient être beaucoup moins importants. Les autorités chinoises estiment même que le virus pourrait être endigué d'ici fin avril. Un message plein d'espoir de la part de Pékin qui ne plaît pas forcément à l'OMS. L'organisation estime que l'épidémie pourrait s'aggraver dans de nombreux pays. Certes, c'est possible de voir la Chine en finir avec le virus fin avril, mais si on le laisse le virus se propager librement, et vraiment à Wuhan, je pense il est juste de dire que c'est ce que nous avons vu, eh bien, comme il s'est propagé à d'autres endroits, on ne vit que le début de l'épidémie dans ces endroits. Comme ici à Singapour, par exemple, on est au début de l'épidémie. Donc, dans ce sens, la courbe épidémique pourrait recommencer très bientôt. In that sense, the epidemic curve. Et au-delà des répercussions sanitaires, cela fait plusieurs semaines que le monde entier s'inquiète des conséquences économiques du coronavirus. L'épidémie a fortement ralenti la production et de ce fait l'import-export chinois. Foxconn, le fabricant de l'iPhone du géant américain Apple, rappelle ses ouvriers petit à petit, mais cela sera-t-il suffisant pour rattraper le retard de production? Les explications de Marina Darras. Après des semaines de paralysie totale, la Chine tente de relancer son économie. Le Conseil d'État chinois s'efforce de remettre la deuxième économie mondiale au travail et d'éviter de prolonger la fermeture qui a commencé il y a près d'un mois. Mais de nombreux gouvernements locaux continuent de restreindre la circulation de leurs travailleurs. Pour Foxconn, le plus grand employeur du secteur privé en Chine, le retour à la production à plein régime prendra des semaines. Avec plus d'1 million d'employés, le géant de l'électronique fabricant de l'iPhone d'Apple a réouvert ses chaînes de production, mais au compte-gouttes, n'autorisant pour commencer que les ouvriers vivant à proximité des usines. À Zhengzhou, par exemple, sur près de 160 000 employés, seulement 16 000 personnes sont retournées au travail et quelques 20 000 personnes pour l'usine de Shenzhen. Face à ce ralentissement, certains analystes ont estimé que les expéditions mondiales de smartphones pourraient chuter de 10% cette année et entraîner une pénurie d'iPhone, en particulier le nouvel iPhone 11. Il faut dire que certaines entreprises, dont Foxconn, avaient pris il y a quelques jours la décision inhabituelle de consacrer une partie de leur chaîne de production à la fabrication de masques chirurgicaux. L'épidémie a fait grimper en flèche la demande de masques et a provoqué une pénurie d'approvisionnement dans le monde entier. Foxconn a pour objectif de produire 2 millions de masques par jour d'ici la fin du mois pour son propre usage avant tout, pour permettre à ses employés de revenir travailler à plein temps au plus vite. Passons maintenant au reste de l'actu, en bref et en images. Sur demande de la justice angolaise, la justice portugaise a gelé les comptes bancaires d'Isabel dos Santos, la fille de l'ancien président angolais et ex-patronne de la société pétrolière publique Sonangol, fait l'objet d'une enquête pour mauvaise gestion et détournement de fonds. La justice angolaise lui réclame plus d'1 milliard de dollars. Isabel dos Santos rejette les accusations portées à son encontre. L'opération Séduction en Afrique se poursuit pour Justin Trudeau. Le Premier ministre canadien est aujourd'hui au Sénégal. Sur son compte Twitter, le président sénégalais Macky Sall se réjouit d'un partenariat dans plusieurs secteurs, dont celui des mines, du gaz et du numérique. Et puis, 100 millions d'habitants en Égypte, le cap symbolique est franchi pour le 3e pays le plus peuplé d'Afrique. Un défi pour les autorités qui luttent contre la surpopulation. Elles ont récemment imposé des mesures pour encourager les familles à avoir moins d'enfants. Pour le grand angle de ce BBC Info, je vous emmène en Afrique australe. En 2017, le meurtre de l'ex-femme du Premier ministre Thomas Tabané a provoqué des ondes de choc à travers le pays. Lipolelo Tabané a été abattue alors qu'elle rentrait chez elle. L'actuelle première dame du royaume, Masseya Tabané, a été accusée du meurtre de Lipolelo. Mais ce qui est moins connu, c'est que dans la voiture avec elle se trouvait son ami Tato Sibolo. Elle est donc le principal témoin du crime et cherche à se protéger en Afrique du Sud car elle craint pour sa vie. Tato Sibolo s'est confié à notre correspondante Punza Filiani. C'est une histoire de meurtre, de pouvoir et d'intrigue. Des allégations si sinistres qu'elles ont ébranlé le Lesotho tout entier. Au centre de la controverse, la première dame du pays, Messia Tabané, aujourd'hui accusée du meurtre de l'épouse du Premier ministre Thomas Tabané, dont elle était séparée. Elle n'a pas encore plaidé les revendications. C'est là que Lipolelo Tabané a été abattu.
sur un chemin de terre à quelques mètres de son domicile, dans la banlieue de la capitale. Une amie était avec elle au moment de la fusillade. Les événements de cette journée la hantent toujours. Je suis en colère, je ne cesse de pleurer, je suis une épave émotionnelle. Comment comprenez-vous ce qui s'est passé ce jour-là ? Le jour où nous avons été fusillés, nous essayons de faire la paix avec l'épouse actuelle. Elle était prête à accorder le divorce au Premier ministre et elle allait partir pour l'Afrique du Sud le lendemain. Donc qui que ce soit qui ait fait ça, c'est un tel gâchis. Depuis, vous êtes parti du Lesotho pour venir en Afrique du Sud. Pourquoi ? Je viens parce que j'ai peur pour ma vie, comme je l'ai dit. Les gens parce qu'il y en a beaucoup co-accusés avec le suspect que nous connaissons maintenant. Je sentais que s'ils étaient libres, ils seraient dans les rues du Lesotho et ils pourraient venir pour moi pour détruire l'affaire. C'est arrivé dans beaucoup d'histoires. Il faudra des mois avant que le procès ne commence au Lesotho. Tato Sibola Tato, qui est le principal témoin, dit qu'elle pense que demander l'asile dans les pays voisins est le seul moyen de protéger sa vie. Je ne cherche pas seulement à obtenir le statut de réfugié en Afrique du Sud, j'essaie d'aller au Botswana, n'importe où en gros. Je ne suis plus capable de vivre une vie normale au Lesotho. Comment votre vie est-elle affectée depuis cette fusillade ? Elle a changé à presque tous les égards. Je ne peux pas interagir avec les gens de la même façon, je ne peux plus venir aux réunions comme avant. Mais je pense qu'une fois que la justice sera rendue, je me sentirai beaucoup mieux. J'aurai un peu de répit. Même si je ne pourrai jamais l'oublier, j'aurai un certain soulagement. Even though I can never forget about this, but at least I'll feel some sense of relief. C'est la page e-sport avec Emmanuel Coste. Emmanuel, le coronavirus, on va le voir, a aussi des conséquences sur le calendrier sportif. Le Grand Prix de Chine de Formule 1 a été reporté. Non, Nicolas, il était prévu pour le 19 avril à Shanghai. Ça devait être la 4e épreuve dans le calendrier de ce championnat du monde 2020, puisque ce championnat démarre le 15 mars prochain à Melbourne avec le Grand Prix d'Australie, donc reporté à une date ultérieure. On ne la connaît pas encore, cette date, bien entendu. La Fédération internationale de l'automobile précise que cette décision a été prise à la demande des organisateurs de la course et aussi des autorités sportives chinoises. En revanche, en tout cas pour le moment, pas de menace sur le tout premier Grand Prix du Vietnam de l'histoire, prévu également cette année, qui est prévu pour le 5 avril prochain. On enchaîne avec le ballon rond et un plateau royal ce soir pour les demi-finales de la Coupe d'Italie et demain soir d'ailleurs. Alors ce soir, première demi-finale aller entre l'Inter de Milan, leader au classement du championnat, et l'équipe de Naples, une des meilleures équipes italiennes lors des 10 dernières années. Demain soir, autre beau plateau, le Milan AC face à la Juventus de Turin. Le Milan reçoit la Juve, deuxième au classement de cette Serie A, très serrée avec l'Inter, bien sûr. Match retour les 4 et 5 mars prochains. Et puis en France, on en est au stade des quarts de finale de la Coupe. Hier, le Stade Rennais, tenant du trophée, est allé battre les amateurs de Belfort 3-0. Aujourd'hui, deux chocs entre clubs de l'élite. D'abord, Dijon qui reçoit le PSG, privé de Neymar qui est blessé aux côtes. Et puis le duel des Olympiques en soirée, Lyon qui accueille Marseille. Enfin, en NBA, la balle au panier. Les troisièmes des conférences ont chuté la nuit dernière. Boston dans la salle de Houston avec 78 points pour Russell Westbrook et James Harden, à eux deux, je précise quand même. Et également les Clippers de Los Angeles qui ont été battus dans la salle de Philadelphie. Milwaukee et les Lakers sont toujours en tête dans leurs conférences respectives, Nicolas. Merci Emmanuel. Et on se quitte avec les images insolites des super-héros, des images qui nous viennent de l'île Sulawesi en Indonésie. Spider-Man, de son vrai nom Rudy Hartono, passe son temps à nettoyer les rues et les plages. Et il veut encourager les habitants et les touristes à faire attention à l'environnement. L'Indonésie génère plus de 3 millions de tonnes de déchets par an, dont près de la moitié se retrouve en mer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment en RDC sur Ontachi TV. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.
Thank you.